Madame Nathalie Bito, elle est une gestionnaire de l'hôtel Sarakawa. L'hôtel Sarakawa est une propriété de l'État togolais. Elle n'a que la gestion de l'hôtel. C'est une gestionnaire. L'hôtel n'est pas sa propriété. Et elle a la gestion depuis 2016. Et Dieu seul sait qu'il y a eu pas mal d'anomalies là-bas. Je ne veux pas revenir là-dessus. Un ministre de la République, avec des partenaires, je ne sais pas qui ils sont, des blancs, c'est des blancs, on ne sait pas si c'est des investisseurs. Un ministre de la République vient dans l'hôtel avec des blancs pour une visite des lieux. Et on dit que c'est la présidence qui a envoyé la délégation. Celle qui est la gérante de l'hôtel, tu n'es qu'une gérante, ce n'est pas ta propriété. Non seulement tu refuses de les recevoir, tu étais là, tu as fait semblant de ne pas être là, tu refuses de les recevoir, on t'appelle au téléphone, tu passes le téléphone à ton garde-corps pour leur dire que tu n'es pas libre, mais en plus, tu demandes au personnel de ne pas bien les recevoir. C'est un ministre de la République, c'est-à-dire une autorité investie d'un pouvoir du président de la République. On dit c'est le président, on dit c'est la présidence qui a envoyé les gens. Tu refuses de les recevoir. Et tu demandes au personnel de ne pas bien les accueillir. Et plus grave, tu dis, si c'est vraiment la présidence qui les envoie, qui retourne te ramener la lettre de la présidence qui les envoie. Toi, tu n'es que une gérante d'un hôtel qui appartient à l'État. Tu es gestionnaire d'un hôtel qui appartient à l'État. Un ministre de la République vient avec des investisseurs. Tu dis que tu ne veux pas les recevoir, sous prétexte qu'il y a des gens qui viennent à l'hôtel dormir parfois avec le nom de la présidence et ils partent sans payer. Mais un ministre de la République n'est pas n'importe qui. Le ministre de la République n'est pas un homme lambda. Ce n'est pas un individu lambda qui vient à l'hôtel dormir au nom de la présidence. Un ministre de la République, c'est quelqu'un qui tire son autorité du président de la République. Donc, il vient dans l'hôtel et tu refuses de les recevoir. Donc, il y a eu un comportement irrévérencieux envers une autorité dépositaire de la force publique. Ça veut dire que c'est au président de la République que tu manques du respect. C'est bien fait pour Faure Gnassingbé lui-même, en parenthèse. Mais si elle a eu le culot, de traiter un ministre qui est venu avec une délégation comme ça, c'est parce qu'elle est sûre qu'elle parle directement avec le président et que rien ne va arriver. Si elle a eu le culot, la témérité, le toupet de traiter un ministre comme ça, c'est parce qu'elle a une relation qui est supérieure au ministre. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça. Après, on envoie des gens pour venir prendre des relevés topographiques, vous les renvoyez. Mais l'hôtel n'est pas à vous, madame. C'est un hôtel de la République. Et on vous dit, c'est le président de la République ou bien c'est la présidence qui envoie une délégation. Vous recevez d'abord la délégation et s'il y a d'autres choses à faire après, vous pouvez contacter la présidence pour dire, bon, on a reçu le ministre, on a fait ci, on a fait ça, je n'ai pas compris, mais bon, je les ai reçus quand même. Vous dites non, qu'ils ne doivent pas visiter l'hôtel et qu'ils n'ont qu'à retourner à la présidence, vous ramener un document qui prouve que c'est la présidence qui les a envoyés. Et pourtant, c'est un ministre qui accompagne une délégation. Vous ne savez pas qui est la délégation. Vous ne savez pas si c'est des investisseurs, c'est des gens importants, c'est des gens qui sont venus. Et donc, devant la délégation, vous versez le Togo comme ça par terre. Parce que vous êtes sûr que vous avez la protection du président. Parce que vous êtes sûr que vous avez le numéro direct du président. Donc, vous avez versé le ministre là, par terre. Maintenant, comme le président, on est parti lui rendre compte que vous avez renvoyé la délégation, lui il est fâché. C'est ce que je dis. Ça dit, lui il est fâché. Parce qu'il n'est pas fâché pour le traitement que vous avez réservé au ministre. Hein. Je ne le pense pas. Il
il n'est pas fâché par rapport au traitement qu'on a réservé au ministre. Ça aurait été le ministre seul que vous ne serez pas limogé dans les heures qui suivent. C'est parce qu'il y avait une délégation étrangère qui était avec le ministre, qui s'est dit, mais c'est comme ça que vous vous comportez au Togo? Au Togo, une simple directrice d'un hôtel peut renvoyer un ministre. Parce qu'au Togo, là-bas, il y a des femmes qui ont giflé des officiers. Rien ne s'est passé. Il y a des femmes qui ont giflé des ministres à Lomé. Rien ne s'est passé. Vous savez ça, non? Il y a des femmes au Togo, là-bas, qui ont giflé des officiers. Il ne s'est rien passé. Au Kouenchi Mao, rien ne s'est passé. Il y a des femmes au Togo, là-bas, qui ont giflé des ministres. Rien ne s'est passé. Il ne s'est passé rien du tout. Rien. D'ailleurs, l'un des officiers qui a été giflé là, c'est lui qui m'a traqué à Lomé quand je devais fuir là. Lui, une femme le gifle, il voulait m'attraper moi. Donc, vous voyez, il ne s'est rien passé. Une femme a giflé un officier supérieur, colonel de son rang. Il ne s'est rien passé. Une femme a giflé un ministre qui était en fonction. Rien ne s'est passé. C'est parce que les femmes ont ce pouvoir qu'elle s'est dit, je vais faire ça à ce ministre-là, rien ne va arriver. Oubliant que le ministre était accompagné d'une délégation. Donc, on rencontre à la présidence que voilà comment l'administratrice de l'hôtel s'est comportée. La présidence tombe dans une colère noire. La présidence rentre dans une colère noire. Rapidement. Un instant. Je pense qu'on était jeudi ou vendredi. Rapidement. Une délégation de 4 officiers dans l'après-midi, dont une femme avec des mallettes, une mallette, débarque à l'hôtel. 4 officiers supérieurs débarquent à l'hôtel, vont voir madame la directrice dans son bureau. 3 heures de temps d'interrogatoire, d'entretien dans son bureau. Je ne sais pas si la mallette c'était pour emporter certains documents, mais ils avaient une mallette. Ils arrivent à l'hôtel, dans le bureau de la dame, 3 heures d'interrogatoire dans son bureau. Pendant 3 heures de temps, dans son bureau, à l'hôtel, l'après-midi de l'incident, et on scelle comme ça son sort. On dit, madame, vous ramassez vos clics, vos claques, vous dégagez. Dans les heures qui suivent. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, les 4 officiers sont arrivés. Ils ont écouté madame à l'hôtel, dans son bureau, pendant 3 heures de temps. Ils sont repartis certainement avec des documents dans la mallette et tout ça. Peut-être c'est des documents de comptabilité, je ne sais pas quoi. Ils sont repartis. Et on appelle un autre officier à l'état-major. On dit, monsieur, commandant, on vous a cherché à l'état-major. Lui, il était à la DS. Monsieur Agbeni Gan Goumedjoué. On dit qu'on vous cherche de toute urgence à l'état-major. Lui, il ne savait pas de quoi il s'agit. Pour vous dire comment on nomme les gens au Togo. Lui, il arrive à l'état-major, voit ses supérieurs, il tape le garde à vous, et puis on lui dit, sur l'instruction du patron, vous êtes nommé désormais administrateur de l'hôtel Sarakawa. Vous prenez fonction lundi. Gardez-vous. C'est comme ça qu'il a été nommé. On ne lui a pas demandé si tu as les compétences, si tu peux gérer, si tu peux faire ci, si tu peux faire ça. Non. On l'appelle à l'état-major, il se présente, on lui dit, sur l'instruction du président de la République, tu es nommé directeur et administrateur de l'hôtel Sarakawa. Tu prends fonction lundi. Au repos. Il tape garde à vous et puis il part. C'est comme ça qu'on nomme les gens au Togo. Ça, c'est la République, ça. C'est la République, ça. Et donc, c'est comme ça que lui a été nommé le remplaçant. Autant, je ne suis pas d'accord sur la manière dont la dame a été humiliée. Même si elle a posé un acte irrévérencieux, si elle a manqué de respect au ministre, on aurait pu mettre la forme pour la faire partir sans l'humilier. Autant, son prédécesseur, voilà comment il a été nommé. Mais si tout ça arrive, c'est parce que quelqu'un est quelque part, il a donné tous les pouvoirs à ces femmes-là qui sont en train de monter maintenant sur sa tête. Et il pique une colère et il appelle les gens, renvoyez-la rapidement. C'est lui qui est le responsable de tout ça. C'est lui qui est le responsable de tout ça.
S'il n'avait pas réduit la République à ça, les femmes ne lui manqueraient pas de respect, manqueraient de respect à ses ministres. Devant des blancs, devant des délégations. S'il avait fait une distinction entre les affaires publiques et les affaires privées, les femmes ne monteraient pas sur sa tête. Donc, le nouveau directeur a été nommé comme ça, suite à un coup de colère. L'ancien a été renvoyé sur un coup de colère, le nouveau a été nommé sur un coup de colère. Normalement, quand on veut nommer quelqu'un, on l'appelle, on lui fait une proposition, on lui dit, on a pensé à vous pour gérer telle structure, vu votre profil, est-ce que ça vous intéresse? Le gars va dire, bon, donnez-moi 24 heures pour réfléchir, je vais voir si je peux gérer un hôtel. Non, lui, on l'appelle de se présenter à l'état-major, il n'a même pas vu le président, le message est passé par l'état-major, il arrive à l'état-major, on dit, vous êtes nommé, il n'y a même pas de papier, on ne lui a même pas tendu un décret, même pas un papier, on dit, verbalement, vous êtes nommé, lundi, vous prenez fonction à Sarakawa. Il tape, gardez-vous, et puis il sort. C'est ça la République. Maintenant, Dame Bito Nathalie, qui a été humiliée publiquement après son comportement irrévérencieux, bon, elle prenait l'hôtel pour sa propriété privée. Donc, le week-end, elle a amené les camions pour ramasser tout le matériel qu'elle juge que ça lui appartient. Matelas, télévision, lit et tout ça. Devant les gardiens qui sont au portail. Elle a vidé tout ce qu'elle pouvait vider dans l'hôtel. Plusieurs camions sont venus ramasser des trucs, du matériel. Elle a ramassé. Ramasser du matériel. Vous voyez la République? Elle est venue avec des camions de bagages. Elle a ramassé tout ce qu'elle estime que ça lui appartient. Elle a ramassé tout ça dans l'hôtel. Elle a emporté tout. Vendredi soir, samedi, dimanche, ils ont ramassé les choses. L'hôtel Sarakawa fait 24 hectares. C'est une superficie de 24 hectares. Donc, il y a suffisamment de place. Le groupe Accor pensait créer une académie. Elle avait même mis une fondation. Elle voulait faire une académie pour former les cuisiniers et puis avoir des logements. Mais, quand Madame Bito était là, elle a créé un endroit où elle élevait de la volaille derrière le restaurant Sika Sika. Elle a mis une petite ferme de volailles là-bas. Elle a élevé les dindons, les pintades, les canards, les poules et tout ça. Elle a fait des enclos et elle élevait ça dans l'hôtel. À l'intérieur de l'hôtel. Elle élevait les poules, les canards, les dindons, tout ça à l'intérieur de l'hôtel. Elle a fait des enclos un peu partout. Et au vidéo, il y a à Doku, tout ça à l'hôtel. La nuit, entre samedi et dimanche, elle a cassé tous les enclos là. Elle a emporté toute la volaille. Elle a emporté la volaille. Elle est partie avec tout ça. Elle a ramassé tout. Elle a ramassé tout. Donc, quand le prédécesseur, le successeur arrive, il fait passation le dimanche et le lundi, il fait une visite des lieux, il voit qu'on a cassé des enclos, on a cassé des trucs. Il dit, mais qui a cassé tout ça? C'était quoi ici? On dit, oh, que c'est madame la directrice qui élevait ici les canards, les poules, les dindons, tout ça. Donc, elle a ramassé tout ça, elle est partie avec. C'est la République, ça. Togo, c'est la République, ça. Elle élevait à l'hôtel les poules, les canards, les dindons, les pintades. Et quand on l'a limogé, elle a ramassé tout ce qu'elle pouvait ramasser à l'hôtel. Elle n'a pas oublié ses poules, ses canards, ses pintades, tout. Parce que c'est des gens qui ont des fermes. Pendant la longue période d'administration de l'hôtel, ce sont leurs propres fermes qui livraient les poulets, qui livraient les canards, qui livraient les pintades. Il y a des conflits d'intérêts. Avant de partir, comme elle a été surprise par le limogeage, elle avait engagé des gens, dont des cousins, des gens de proches de lui, de son mari et tout ça, de son compagnon. Rapidement, elle a pris des actes pour affecter des gens à des postes juteux, augmenter les salaires de certains, au moins une quarantaine de personnes. Elle a changé leur situation par un arrêté avant de partir. Dès la prise de fonction du nouveau, lui, il a annulé tout ça. C'est ça la République. C'est ça la République. C'est ça. Comment est-ce que un hôtel de cette
de cette classe, on va venir créer un petit endroit où on élève les poules, les canards et les pintades dans un hôtel. Même si on suppose qu'on a besoin des poules, des canards pour alimenter la cuisine, on va les élever ailleurs. Parce que l'odeur de l'élévation des poules peut arriver dans les chambres. Parce que les clients de l'hôtel, en marchant dans les jardins, peuvent se retrouver avec des canards. Et ce n'est même pas l'hôtel qui les élève. C'est elle qui a élevé ça. La preuve, quand on l'a limogé, elle est partie avec. En Gambie, j'étais dans un hôtel en Gambie. En Gambie, j'étais dans un hôtel. On avait beaucoup de singes. Parce qu'il y a une forêt à côté de l'hôtel. Donc, les singes faisaient des tours dans l'hôtel, tapotaient le dos des gens et prenaient des bananes. Ça, c'est à des fins touristiques. Il y avait une forêt à côté de l'hôtel où il y a des singes. Ici, vous élevez des canards, des pintades. Vous connaissez le bruit de la pintade? Quand la pintade fait du bruit. Vous connaissez le bruit de la pintade? Ça veut dire que même les clients, dans leur chambre, peuvent écouter le bruit de la pintade. Et vous élevez ça à l'hôtel. Parce que justement, quand on vous a donné l'administration de cet hôtel, vous avez cru que c'est votre propriété privée. Donc vous avez fait ce que vous voulez. Au point de renvoyer un ministre, de manquer de respect à un ministre. Je ne suis pas d'accord sur la manière dont ils vous ont humilié, mais c'est votre méthode dans RPT Unir. C'est-à-dire vous n'avez pas de finesse. Il n'y a pas, dans le RPT Unir, il n'y a pas de finesse. C'est des méthodes de brutes. Voilà, c'est la force brute. Tu fais quelque chose, on t'expose publiquement. On aurait pu tranquillement te demander une lettre d'explication. La présidence aurait pu te demander une lettre d'explication. Pourquoi vous avez fait ça avec ce ministre? Et après, vous demandez de partir tranquillement. Mais comme vous utilisez la méthode brute, quand vous n'avez pas la finesse, quand vous ne savez pas faire les choses avec finesse, dès que le chef s'est fâché en haut, il a dit « Dégagez !» C'est fini. Dans les 24 heures qui suivent, vous avez été écouté, on a nommé un successeur. Voilà ce qui s'est passé à l'hôtel Sarakawa la semaine passée. Voilà ce qui s'est passé. Après, je ne vais pas rentrer dans les articles qu'on a écrits pour louer, qu'elle a fait un travail, son bilan ici. Mais si on veut rentrer dans ça, il y a pas mal de magouilles qu'on va sortir. Elle a fait la CCIT. On a vu tous les dégâts qu'elle a fait là-bas. L'équipe qui est arrivée, il y a les dégâts. C'est les gens, on a demandé aux gens de ne pas sortir tous ces dégâts-là. La place qui est la place de la foire, qui est une place qu'on a attribuée à la Chambre du commerce, elle a loué ça à une structure qu'elle a créée, que quelqu'un pilote dans une structure écran pour 10 ans. Et après, on reloue la structure à la Chambre du commerce. On reloue l'espace à la Chambre du commerce quand la Chambre du commerce veut faire la quinzaine commerciale. C'est en face du ministère des Affaires étrangères. La société qui gère l'espace là-bas, c'est une société que Mme Nathalie Bito a créée, elle a donné à quelqu'un. Alors que l'espace là appartient déjà à la Chambre du commerce. Pendant qu'elle était à la CCIT, elle a loué ça. Elle a baillé ça à quelqu'un pour 10 ans. C'est à elle-même quoi, à 10 ans. Donc il y a un écran devant. Et elle reloue ça à la même Chambre du commerce. Il y a plein de choses. À l'hôtel là-bas, le compagnon de Mme Bito, c'est le ministre Iou. C'est le ministre Iou. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur qu'on a viré là, c'est son compagnon. Donc, les gens de la famille de Iou, ils viennent dormir à l'hôtel Sarakawa, dans les appartements de la direction, pendant un mois, aux soins du personnel. Vous voulez qu'on parle? Pendant un mois à l'hôtel, aux soins du personnel. Aux soins du personnel. Ça dit, tout ce qu'ils mangent là-bas, c'est l'hôtel qui paye, sans facture. Aux soins du personnel. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on rentre dans les détails de la gestion? Donc, voilà ce qui s'est passé à Sarakawa. Et donc, tout ça, c'est la faute à celui qui dirige le pays.
On a vu comment Fonia Singbe a limogé Madame Nyakade, qui est sa femme. On a vu comment ça s'est passé avec Madame Nyakade, qui, elle autre, quand elle était fâchée, elle a commencé par parler, à créer une association contre le pouvoir. Parce qu'il y a une femme qui a vu ta nudité, tu as vu sa nudité. Ça, c'est entre vous. Donc, à un moment donné, la femme va dire, mais tu vas me faire quoi? Je vais parler. On a vu comment ça s'est passé avec Madame Nyakade. Ça, c'est la République, ça. Elle a été limogée et humiliée, exactement comme on a fait à Madame Bito. Humiliée. Comme une rien du tout. Et pourtant, c'est sa femme. Parce que vous mêlez les affaires de sexe à la République. Et donc, il n'y a pas une limite entre les sentiments et la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, vous avez plein de femmes à Lomé. On dit, tel avec le président, tel avec le président. Elles vont dans les banques, elles prennent des prêts sans garantie. Elles vont dans les sociétés d'État, on leur donne des marchés. Elles vont par ici, par là, par là. Et tout ça, ça se solde par... Et ça dit qu'une gestion catastrophique de la République. C'est des femmes qui ont des passe-droits. Elles ont tous les droits. Dès qu'on dit que c'est une femme qui va à la présidence, elle va dans une banque, on lui donne un prêt. Elle va dans une société d'État, on lui donne un marché. Elle est prioritaire. Qu'elle exécute le marché ou pas, on s'en fout. La société peut tomber en faillite. C'est ça la République au Togo aujourd'hui. Et ces femmes-là, c'est par elles. Si vous voulez voir le président aujourd'hui, c'est par elles que vous passez. Parce que chaque femme a un clan. Toutes les femmes ont un clan. Chaque femme a son réseau. Tu ne peux pas être dans le réseau X et en même temps dans le réseau Y. Chacun a son réseau. Même les officiers supérieurs sont obligés de venir faire salam aleikum aux femmes pour aller voir le président. Chaque femme a son réseau. Et parfois, c'est des réseaux communautaristes. Et parfois, c'est des réseaux communautaristes. C'est ça la République. On a vu Tchegan. Vous avez vu Tchegan? Est-ce que vous voyez Tchegan, elle est dans sa peau? Est-ce que vous la sentez dans sa peau? Elle est très, très, très amère. Même quand vous la voyez en image. Elle est très amère. C'est elle qu'on a utilisée pour modifier la Constitution. C'est elle qui faisait le zèle pour chambouler la Constitution. Elle a fait tout ça. Parce que c'est dans l'intérêt de leur mari. Si je peux parler ainsi. Ou de leur compagnon. Quand elle a fini, elle croyait qu'on allait la reconduire comme président de l'Assemblée nationale. On l'a mis de côté. À chaque fois que vous voyez une photo officielle, regardez le visage de Tchegan. Nous, des journalistes qui avions étudié la sémiologie, on s'est décrypté les images. À chaque fois que vous voyez une photo officielle, regardez le visage de Tchegan. Elle est très amère. Elle a perdu même sur 2 tableaux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la République. Donc, les femmes qui manquent de respect aux ministres, des femmes qui giflent les officiers, les femmes qui embêtent les ministres devant des délégations, des femmes qui font ci, qui font ça parce qu'elles ont une entrée chez le président de la République. Elles peuvent se permettre tout dans la République. Elles vont prendre des marchés dans les entreprises. Elles ont créé des entreprises, elles ont pris leurs petits frères, elles ont créé des entreprises. Ils prennent des marchés sans aucune traçabilité, sans appel d'offres, juste par un coup de téléphone. C'est ça la République. Je ne sais pas s'il faut encore l'appeler la République. La phallocratie. C'est la phallocratie. Vous comprenez ça? Le phallus. C'est la phallocratie. Le phallus, le pouvoir du phallus. C'est ça le Togo. Ce sont des choses qui se passent devant vous. Tout le monde voit ça. Tous les Togolais savent. Chacun voit ça. Mais personne ne dit rien. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'incident de Sarakawa. Nathalie Bito qui gère l'hôtel Sarakawa, elle est qui pour manquer de respect au ministre Sani Yaya? Une fois que c'est le ministre qui s'est pointé, elle doit se plier. Après, elle peut rendre compte.
Mais si elle arrive à manquer du respect au ministre et la délégation qui suit le ministre, c'est parce qu'elle fréquente quelqu'un qui est au-dessus du ministre. Vous pensez que Madame Sina Lawson, là, elle va faire les comptes rendus à Madame Tomega, qui est son supérieur hiérarchique, Premier ministre? En plus, elles sont des cousines. Vous pensez que Sina Lawson va rendre compte à la Premier ministre? Vous pensez ça? Vous pensez que Madame Yakade, quand elle était au gouvernement, elle a laissé Tomega pour lui rendre compte? Vous pensez que Madame Mivedor, elle va rendre compte, c'est pas, Madame Santos, elle va rendre compte à la Premier ministre? Milia Ziablé, là, la petite là, vous pensez qu'elle va rendre compte au ministre, au Premier ministre? Un gouvernement comme ça, vous attendez quel résultat de ce gouvernement? Ce n'est même pas un gouvernement, c'est une équipe de copains, de coquins. Vous pensez que Bawara va rendre compte contre la Premier ministre? Vous pensez que Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Doucet, va rendre compte à la Premier ministre? Vous pensez? C'est ça le Togo. Et aujourd'hui, quand les Togolais disent on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité, les routes sont abîmées, c'est tellement chaud en ville, les gens ont faim, la sécurité, tout ça. Mais la minorité comprador, puisque c'est fort même qui a sorti l'expression la minorité comprador, elle vit totalement coupée du peuple. Je le disais hier dans le live de nos amis Ditri et Milawe, je les salue au passage. La minorité comprador, elle vit totalement coupée du peuple. Et vous connaissez où ils vivent. La minorité a son quartier à Lomé. Même si tu ne faisais pas partie de la minorité, si on te nomme ministre, tu quittes le quartier populaire, tu vas vivre à la Caisse, ou à la cité du Millénium, ou à la cité OUA, ou à la Renaissance. C'est le même endroit. Des gens avaient leur maison à Baguida. Ils ont été nommés ministres, ils ont quitté Baguida, ils sont maintenant à la Caisse. Les gens étaient, je ne sais pas, à Vedi, à Djouma Sessé, tout ça, ils ont quitté, ils sont maintenant à la Caisse. C'est là-bas qu'il y a la minorité. Et là-bas, ils ont tout. Ils s'en foutent de ce qui se passe en ville. Ils ont leur pharmacie, donc dans cette zone. Vous avez toutes les pharmacies, il y a 3 pharmacies qui les alimentent. Yembla, la pharmacie de la paix, et la pharmacie de la paix, c'est à l'entrée de côté avenue Accueilli, et l'autre pharmacie côté ambassade des États-Unis. Ils ont leur propre pharmacie. Donc, ils ne sortent pas en ville. Ils ont leur supermarché. À côté de British School, il y a Ranco. Et quand vous sortez, vous avez Champion. Ils ont créé leur propre Champion. Ils sont là-bas. Donc, quand ils sortent de la cité, ils voient Champion. Et les marchandises, les articles que vous trouvez dans le Champion qui est à côté de la Caisse, c'est le Champion le plus fourni au Togo. Et les gens qui travaillent là-bas, c'est des gens qu'on appelle souvent la discrétion. Vous ne devez pas trop parler. Ils ont leur propre supermarché. Ils ont leur salle de gym à l'intérieur de la Caisse. Ils ont tout pour ceux qui veulent se relaxer. Ils ont leur piscine pour les gens qui n'ont pas de piscine dans leur maison. Ils ont leur restaurant. Le restaurant qui est à côté de British School, le restaurant de Ranco, et le Patio, ils ont leur restaurant. Maintenant, ils ont créé leur hôpital. Ils ont Dr Lafia à la cité de la Renaissance. Déjà que l'hôpital Dr Lafia qu'ils ont créé, c'est pour la minorité, parce que les Togolais ordinaires ne peuvent pas aller se soigner là-bas. Ils ont trouvé que partie de la Caisse pour aller jusqu'à Gwezongo, là où il y a nos frères Temla qui peuvent les choper facilement, c'est dangereux. Donc, ils ont créé une annexe de Dr Lafia à la cité Renaissance, équipée du matériel, plateau technique. C'est là-bas qu'ils se soignent. Ils sont tous là-bas, coupés du peuple. S'ils sortent, ils vont au 2 février et ils reviennent. Vous ne les verrez jamais dans un restaurant ordinaire, vous ne les verrez pas à Martyr Beach, vous ne les verrez pas je ne sais pas où. À la limite, ils peuvent aller à Blue Tort. Mais vous ne les verrez jamais quelque part. Ils sont coupés du peuple, ils ont créé leur monde. Et ils sont tous là-bas, ils ont leur château d'eau. Vous avez vu ça, non? Ils ont aussi leur château d'eau. Ils ont leur système d'alimentation électrique, mais ils ont aussi leur château d'eau. Vous avez vu, à côté de la station MRS là, il y a un grand château d'eau qu'on a conçu pour la cité de la Renaissance.
Ils ont leur propre château d'eau. Ils ont tout là-bas. Ça veut dire que vous qui êtes dans les quartiers populaires en ville, ils s'en foutent de vous. Ils ont les restaurants, ils ont toutes sortes de restaurants là-bas. Ils ont les restaurants français, ils ont les restaurants chinois, ils ont toutes sortes de restaurants indiens, tout ça. Comme ça, ils ne vont pas loin. Ils sont dans leur bulle. Et ils sont à un endroit qui est à 5-6 minutes de l'aéroport. Observez bien. Vous ne faites pas les analyses. Observez là où ils sont. Ah ouais, quelqu'un me dit que c'est 2 châteaux collés. Ah ouais, quand j'étais au Togo, c'était un château. Maintenant, ils en ont fait 2. Ok, voilà. Ils ont leur château. Ils ont leur château. Rempli d'eau. Pendant ce temps, les châteaux qui sont en ville, il n'y a pas l'eau dedans. La TEDE n'arrive pas à donner de l'eau aux populations. Mais ils ont leur château à la cité. Ils ont tout. Ils ont leur clinique. Ils ont tout. Ils ont leur école. Il y a le British School. Mais il y a aussi l'ancienne école turque qu'ils ont récupérée, qu'ils ont améliorée, aménagée. Leurs enfants vont là-bas. Ils ne vont pas trop loin. Et ils sont à 5 minutes de l'aéroport. Ça veut dire que le jour qu'il y a un bang-bang, rapidement, ils vont à l'aéroport. Ils sont à 5 minutes de l'aéroport. Regardez là où ils sont tous agglutinés. Ils sont à 5 minutes de l'aéroport. Même ceux parmi eux qui ont des maisons en ville, ils ont une autre résidence à la caisse. Les gens comme les Bavaras, ils ont une résidence à la caisse. Ils ont d'autres résidences à la caisse. Ils sont à 5 minutes de l'aéroport. S'il y a bang-bang, en 5 minutes, on roule à tombeau ouvert, on prend le premier avion. Non, non, ils n'ont pas de cimetière là-bas. Ils n'ont pas prévu le cimetière. Ils n'ont pas prévu le cimetière. Donc, ils sont à 5 minutes de l'aéroport. Tout ça, vous ne les observez pas, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est des gens qui sont dans une bulle. Ils sont coupés du peuple. Vous mourrez dans les quartiers, ils s'en foutent. Il y a des routes, ils s'en foutent. Il y a de l'électricité, ils s'en foutent. Il y a la poussière, ils s'en foutent. Ils sont dans leur monde. C'est ça. Ça, c'est la République. Donc, voilà le premier sujet que j'ai... Le premier sujet un peu lourd que j'ai voulu aborder. Donc, j'ai fini avec cette histoire de Sarah Kawai, cette dérivée avec les conflits d'intérêts qu'il y a au sommet de la République. Voilà ce qui se passe. Et tout ça, si aujourd'hui, il y a des femmes qui manquent de respect de façon flagrante à ce que vous appelez là-bas autorité, parce que c'est comme ça qu'on appelle le sommet de l'État autorité, c'est lui-même qui a permis tout ça. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même qui a ouvert la porte à tout ça. C'est lui-même. C'est lui-même qui a permis tout ça. C'est lui-même qui a permis tout ça. Hein? Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question. Et je vais aborder le second sujet de ce live, qui est le sujet de la PIA. La PIA, c'est la plateforme industrielle d'Adéti-Copé. Vous savez, depuis quelques années, nos tympans, on nous rabâche beaucoup de choses, que la PIA va faire ci, la PIA va faire ça, ici, il y a ci, il y a ça. Mais derrière toute cette propagande-là, tout ce qu'on entend, l'arrière-cour n'est pas vraiment, c'est pas vraiment rose. Il se passe beaucoup de choses à la PIA. J'en avais déjà parlé dans des lives passés. Il y a beaucoup de dégâts qui se passent à la PIA, beaucoup de gens qui partent, des trucs qui ne marchent pas, des grincements de dents et tout ça. Vous vous rappelez que on nous a montré des images à la télévision, un peu partout, que le Togo produit des polos, des t-shirts qu'on va vendre aux États-Unis. Que le Togo fabrique des polos, des débardeurs, des protège-slips, tout un tas de choses qu'on va vendre aux États-Unis. On nous a montré des trucs bizarres qu'on va vendre, pendant que nous-mêmes, on n'arrive pas à porter les polos au Togo. On va à Idranawe pour acheter la friperie. Nous, on produit les polos, on va vendre aux États-Unis. Je ne sais pas quel Américain attend à acheter un polo qui vient du Togo. En tout cas, normalement, si on produit au Togo, c'est les Togolais qu'on doit habiller. Mais les Togolais continuent d'aller à Idranawe, chez les Ibo, pour acheter
Europe au revoir, États-Unis au revoir, tout ça. Anyway, donc, sur cette plateforme industrielle d'Adéticopé, il y a de cela 3 ans, on a mis en place une unité textile. Une unité textile qu'on a tant vantée, et on nous a dit que cette unité textile va produire les tricots à base du coton togolais. Que le coton togolais qui est tombé dans l'escarcelle de Olam va servir à fabriquer des fibres pour produire les habits au Togo. Sauf que rien n'a été fait dans ce sens. Donc l'entreprise qui a été installée par le projet avec Aris a commencé, quand elle s'est installée, elle a formé des Togolais pendant 6 mois. Elle a formé une main-d'œuvre locale. Donc les gens qui doivent travailler sur les machines et tout. Donc ils ont formé une main-d'œuvre locale. Plusieurs personnes pendant 6 mois, environ 2000 personnes ou 1500 personnes pendant 6 mois. Et une fois que la masse ouvrière a été formée, ils ont démarré leurs activités. Les installations sont là, ils ont démarré leurs activités. Les compatriotes qui travaillaient là-bas travaillaient 8 heures par jour. 8 heures par jour. Travaillaient 8 heures par jour. Le travail dans une industrie textile est difficile. C'est comme les gens qui sont dans la zone franche. Vous êtes soit assis, vous êtes soit debout, c'est difficile. Ils travaillaient 8 heures par jour, y compris les samedis. 8 heures par jour. Et ils avaient un contrat de 3 mois renouvelable. C'est seulement 3 mois. 3 mois, 3 mois, 3 mois. 3 mois renouvelables. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils n'ont pas de syndicat. Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas de retraite. Ils n'ont rien. Pour un salaire de misère de 60 000 francs par mois. Ils étaient payés 60 000 francs. Et ils travaillaient 8 heures par jour jusqu'à samedi. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de syndicat. Ils étaient plus d'1 millier, je pense même plus de 1500, qui travaillaient dans cette histoire-là. Et comme au Togo, ça commence bien, ça finit toujours mal. Les problèmes ont commencé par arriver. Les Sri Lankais qui étaient à la tête de cette usine-là, c'est des Sri Lankais, bon, on disait c'est les Indiens, bon, c'est le même monde, Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, c'est le sous-continent indien, donc c'est les gens qui ont les mêmes profils et tout ça. Donc c'est des Sri Lankais. Donc les problèmes ont commencé avec les Sri Lankais, ce sont les mêmes groupes qui sont au Bénin. C'est Aris aussi qui a installé tout ça au Bénin. Donc il y a des problèmes qui ont commencé, retard. Donc, ils n'utilisaient pas le coton togolais, donc c'était du mensonge. Donc, ils n'utilisaient pas le coton togolais. Ils faisaient venir la matière première du Sri Lanka et de l'Inde. Quand la matière première arrive, les formalités douanières au port autonome de Lomé prennent énormément du temps, donc ça ralentissait les activités dans l'usine. Donc, les promoteurs ont commencé par grincer les dents. Après, quand ils fabriquent les polos, pour qu'on puisse faire partie les polos, il y a aussi des problèmes au port. Des problèmes je sais pas, en tout cas, des problèmes de logistique, un retard dans le départ des marchandises et tout ça. Et il y avait le problème de la douane. Il y avait aussi la douane qui les embêtait. Alors, ils se sont levés un matin, ils ont eu un gros contrat au Bénin pour produire, c'est pas des tricots pour la Coupe du Monde, pas les maillots, hein, mais des tricots pour la Coupe du Monde. Donc, ils ont eu un gros contrat au Bénin. Et puis un matin, ils se sont levés. Ils ont renvoyé tous les ouvriers et ils sont partis au Bénin. Ils ont fermé l'usine. Donc, depuis avril 2014, bientôt 1 an, les ouvriers sur la plateforme de l'usine textile d'Adéticopé sont à la maison. Depuis 1 an, bientôt, depuis avril 2023, non, 2024, excusez-moi, 2024, ils sont à la maison. Depuis avril 2024, ils sont à la maison. Donc, ils n'ont pas de chômage. Ils sont licenciés comme ça, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. L'usine est là, c'est fermé sur le site, c'est poussiéreux. Les machines sont envahies par la poussière. Et récemment, ils décident de céder l'usine à un autre opérateur qui vient, qui achète l'usine, mais une fois que l'opérateur, l'usine a acheté, il y a des problèmes
il y a eu des problèmes de propriété intellectuelle, tout un tas de choses. Le gars aussi annule l'achat et puis repart. Donc, l'usine est là, abandonnée, sur la plateforme d'Adeti Copé. Maintenant, quand vous voyez sur ma page, j'ai publié une autre usine qu'ils ont fait venir. Ils ont fait venir un autre partenaire qui vient créer une autre usine sur la même plateforme à côté de l'ancienne usine. C'est-à-dire l'ancienne usine est abandonnée. Ils ont créé une nouvelle usine. Et ils disent que l'usine là va investir combien de milliards? Vous allez voir ça sur ma page. Et va employer 4000 et quelques Togolais horizon 2030. Maintenant, la nouvelle usine qui s'installe, l'ancienne est toujours abandonnée. Hein. Bientôt, ils vont vendre le matériel à Gakpo-Blé. Donc, ils ont fait venir un nouveau opérateur économique qui a installé une nouvelle usine et qui veut récupérer les anciens ouvriers des Sri Lankais. Puisque c'est la main-d'œuvre qui est formée, qui est sur place. Ils veulent les recruter. Donc, ils ont pris contact avec ces ouvriers directement. Ils ne sont pas passés par la MPE, ils ont pris contact avec les ouvriers. On a appelé les ouvriers. Les ouvriers sont venus. Les gens ont mis leur CV et tout ça. Ils ont pris les CV. Et ils se sont entretenus individuellement avec les ouvriers. Ils demandaient leurs prétentions salariales. Comme les gars gagnaient 60 000 francs dans la première usine, ils gagnaient 60 000 francs dans la première usine, ils se sont dit, comme les nouveaux là sont arrivés, et comme le travail est dur, on va mettre 100 000 francs. Peut-être qu'ils vont nous ramener ça à 80 000. Donc, les gars se sont entendus quand ils sont allés à l'entretien d'embauche. Ils ont dit, leur prétention salariale, c'est 100 000 francs CFA. Ils ont dit, c'est 100 000 francs CFA. Leur prétention salariale, c'est 100 000 francs CFA. Espérant que, à la fin, les gars vont les payer 80 000. Du moins, 20 000 francs plus que ce qu'ils gagnaient avant. Parce que parmi ces ouvriers, beaucoup sont venus de l'intérieur. Les gens sont à Adeti Copé, ils ont loué des chambres qui coûtent cher. Les gens ont des difficultés à s'en sortir. 60 000 francs à Lomé, c'est pratiquement rien du tout. Donc, ils ont été écoutés. Et les gars ont dit, on va vous revenir. Donc, quelques jours plus tard, on les rappelle. Et on leur dit qu'on ne peut pas leur payer 100 000 francs. Mais on va leur payer juste le SMIC. C'est quand 2500. Qui vont leur payer 52 500. Les gars disent, ah, 52 500. Les gars disent non, ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas leur payer 52 500. Eux, ils gagnaient 60 000 francs avant, avec l'autre usine. Et selon les témoignages que j'ai recueillis auprès de plusieurs ouvriers, ils disent non, que c'est leurs propres autorités, c'est-à-dire les autorités togolaises, c'est ce que le promoteur leur dit, que c'est les autorités togolaises qui leur demandent de leur payer le SMIC pour commencer. Que c'est les autorités même qui ont demandé de leur payer le SMIC pour commencer. Donc eux, ils ne peuvent le payer que le SMIC. C'est à prendre ou à laisser. Et les gars disent, mais nous, on ne peut pas accepter. Nous, on refuse le SMIC. On refuse le SMIC. Nous ne sommes pas prêts à être payés à 52 500. Si c'est pour ça, nous, on ne va pas travailler. Mais le nouveau promoteur a besoin d'eux, parce que c'est la seule main qualifiée qui existe. Les autres ont déjà formé, c'est eux qui sont là. Ils sont là, donc il a besoin d'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est la première, ça, c'est un contact direct qu'ils ont eu avec les ouvriers. Et comme le contact direct avec les ouvriers n'a pas marché, ils vont saisir la NPE. La NPE, entre autres missions au Togo, c'est de recruter des gens pour les sociétés. Donc, ils vont passer par la NPE. Donc, les jeunes étaient là, et puis on les appelle à la NPE. Ils vont à la NPE, au lieu que la NPE dise aux promoteurs que vous ne pouvez pas payer 52 500 aux Togolais, il faut quand même revoir vos salaires à la hausse. Les jeunes sont étonnés, une fois à la NPE, de voir que le promoteur était avec les gens de la NPE et on leur demande d'accepter les 52 500. D'accepter. Avec la pression, d'accepter les 52 500. Et les gars disent non, non, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter les 52 500. Et ils disent, ah bon?
Mais si vous ne voulez pas accepter, bon, on va aller chercher d'autres ouvriers. Alors, je vous parle, ils veulent laisser tomber cette main qualifiée qui est de 1500 personnes, environ 1500 personnes qui ont été formées pendant 6 mois. Ils veulent les laisser tomber pour aller chercher d'autres Togolais, les former pour qu'ils viennent gagner les 52 500. Ça se passe dans notre pays. On a un ministère du Travail, Jibé Bahara, qui est là. On a un ministre du Travail qui doit veiller au bien-être des Togolais. On a un gouvernement qui doit veiller au bien-être des Togolais. On a des autorités qui doivent veiller au bien-être des Togolais. Alors, je vous parle, ils disent, si les jeunes là, les anciens ouvriers là, refusent les 52 500, eux-mêmes, ils vont aller recruter d'autres personnes, ils vont les former pour venir travailler dans l'usine. C'est ce qui se passe au Togo. Donc, ce dossier, j'ai voulu le partager avec vous. Vous allez voir que j'ai publié les photos sur ma page. Donc, l'usine de textile de la Pia, la première usine, elle est capoute, pour parler comme les Allemands. Donc, les promoteurs sont au Bénin. Il y a plus de 1500 compatriotes qui sont dans la rue, qui ne travaillent pas. Et tous les jours, on vous dit, la Pia, la Pia, la Pia. On invente on écrit des articles bidons. On fait la promotion, on fait de la propagande. Mais à l'intérieur, c'est pourri. La filière soja, c'est pareil. Là-bas. Donc, c'est ce qui se passe avec cette usine qu'ils sont en train d'installer et qui va fabriquer des polos. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je termine avec ce sujet-là. Et je vais